Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour cet épisode de Astronomer at Home. Tous les 2 jours, le planétarium de Vaux-en-Velin invite chez vous un ou une astronome pour discuter avec lui ou avec elle pendant 1 heure. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir avec nous la marraine du planétarium, astrophysicienne à l'IP2I, l'Institut de physique des deux infinis, Hélène Courtois. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Eh bien, Hélène, on va parler aujourd'hui de cartographier l'univers. C'est ton sujet, c'est ce sur quoi tu travailles. Oui. Je te propose de prendre le temps qu'il te faut pour te présenter, puis nous parler un petit peu de ce que tu fais, de ton travail. Je t'en prie, puis après on commencera avec les questions du public. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi Camille du Planétarium qui est avec nous et qui va, comme à chaque fois, s'occuper d'animer le chat. Bonjour tout le monde, je vous invite à poser vos questions à Hélène dans le chat en mettant entre parenthèses votre prénom et votre âge, surtout si vous êtes un enfant, afin que Hélène puisse vous répondre personnellement et s'adresser à vous avec le bon langage selon votre âge. Je vais récupérer des paquets de questions au fur et à mesure qui ont un thème commun et de temps en temps Hélène en piochera également elle-même dans le chat si j'en oublie quelques-unes. Et bien voilà, on a également dans le chat Fabien de Planète Science qui va nous aider à modérer. Et puis je vous souhaite une bonne session. Je vais parler de temps en temps comme ça. Voilà. Merci. Alors, Hélène, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui se sont connectés. Bonjour Camille, bonjour Pierre, et puis merci à tous ceux qui ont déjà contribué à cette émission pour avoir un astronome chez soi pendant le confinement. Voilà, on est là pour vous. J'espère que j'arriverai à répondre aux questions, mais Camille est là pour me les passer si je ne les vois pas, vos questions. Donc, mon métier, c'est d'être cosmographe. Donc, je fais des cartes de l'univers. Alors, mon vrai métier, donc ça, c'est ma spécialité, mais mon métier, c'est d'être enseignant-chercheur à l'université. Donc, je suis professeur d'université. Ça veut dire que je partage mon temps entre faire de la recherche avec mon équipe de recherche et puis enseigner tout ce que l'on apprend en recherche aux étudiants à l'université. Et également, ça fait partie de mon métier de diffuser ces nouvelles connaissances auprès de tout le public, de toute la communauté humaine. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, revenons quand même à ma spécialité. Donc, vous allez voir beaucoup d'astronomes différents dans cette série télévisée pendant le confinement. Et donc, ma spécialité est une sous-spécialité de la cosmologie. Donc, la cosmologie, c'est un peu l'histoire et la géographie de l'univers. On essaie de comprendre tout le déroulé de l'histoire de l'univers et puis aussi comprendre comment se sont formées les structures. C'est la partie géographie. Donc, je travaille à très, très grande échelle dans l'univers et on va aujourd'hui partir doucement de la Terre et puis aller jusqu'aux échelles auxquelles je travaille. Alors, Pierre vous montrera des images qu'on a préparées. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur les échelles de distance, sur les tailles. Peut-être que c'est même moi qui vous en poserai parfois des questions. Et donc, moi, je travaille à l'échelle des plus grandes structures de l'univers, c'est-à-dire des amas, super amas de galaxies. Et en particulier, avec l'équipe internationale de recherche dans laquelle je travaille et le projet Cosmic Flows, c'est-à-dire les flots cosmiques de galaxies dans l'univers, nous avons découvert que notre galaxie, la Voie lactée, fait partie d'un ensemble très très grand qui ressemble à un bassin versant gravitationnel dans l'univers que l'on a nommé l'Aniakea. Donc je sais que dans d'autres émissions précédentes, il y a eu beaucoup de questions sur ce que c'est que l'Aniakea. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas et puis j'espère qu'à la fin de l'émission, vous aurez vraiment enfin compris ce que c'était que l'Aniakea. Alors, justement, tu nous parlais de bassin versant. Donc ça, c'est typiquement du langage de géographe, de cartographe. Est-ce que juste tu peux préciser ce terme pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est quand même un terme un peu technique.
Tout à fait. Alors, le bassin versant, c'est quelque chose qu'on apprend parfois en primaire, on répète en collège, en lycée, mais c'est quelque chose d'un peu obscur parfois comme notion. Donc, un bassin versant, c'est typiquement sur Terre, ou par exemple en France. Il y a en France métropole, parce que je pense à nos amis de l'outre-mer qui sont peut-être connectés, en France métropole, il y a 6 bassins versants sur cette partie du territoire. Et ce que ça veut dire, un bassin versant, c'est qu'on sait exactement si de l'eau tombe à cet endroit, de la pluie par exemple, cela va ruisseler et atterrir à un endroit qu'on connaît exactement. Imaginons une colline. Si il pleut d'un côté de la colline, cette eau va finir dans la mer Méditerranée. Et puis, s'il pleut de l'autre côté de la colline, cette eau va finir dans l'océan Atlantique. Et ça sera toujours pareil, toujours, 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 sauf aux échelles de temps géologiques où il peut y avoir des montagnes qui poussent, des choses qui s'érodent. Donc, les bassins versants peuvent changer dans le temps. C'est ce qui se passe aussi dans l'univers. Mais en tout cas, sur Terre, un bassin versant, c'est un ensemble de ruissellements, tous les petits ruisseaux qui arrivent dans toutes les rivières, qui arrivent dans les fleuves et qui vont à un endroit bien identifié. Ça fait un bassin versant. Et dans l'univers, on a appelé notre super amas de galaxies Laniakea parce que toutes les galaxies qui sont contenues dans ce volume d'univers ruissellent toutes par gravitation aussi, donc l'analogie, elle est exacte, vers ce bassin versant qu'on appelle, alors le centre du bassin versant s'appelle le grand attracteur et le bassin versant en entier s'appelle Laniakea. Et ce qu'on peut dire aussi, pour continuer, tant que vous n'avez peut-être pas encore d'autres questions, c'est que les bassins versants, vous savez qu'ils sont déterminés par des lignes de crête, par exemple, comme on l'a dit, le haut d'une colline ou une chaîne de montagnes. Et alors dans l'univers, c'est pour ça que Laniakea, ça veut dire horizon céleste immense en hawaïen, parce que ce qu'on a découvert surtout, c'est la frontière de ce volume dans l'univers, cet horizon. Et donc, quand une galaxie est de ce côté de l'horizon céleste immense, donc de ce côté fait partie de Laniakea, parce qu'elle ruisselle à l'intérieur, et si une galaxie se trouve d'un autre côté, en fait, elle va ruisseler vers un autre bassin versant. Ces lignes de crête, ces lignes de séparation, c'est vraiment ce qu'on a trouvé en 2014, et maintenant, on est en train de chercher tous les pourtours des autres bassins versants qui sont nos voisins dans l'univers. D'accord. Alors justement, comme aujourd'hui on va... ajouter un truc. Pardon, dis-moi. Ajouter un truc par rapport au bassin versant, tu parlais du coup des eaux méditerranéennes et atlantiques. Et si vous allez vous promener dans les montagnes ardéchoises, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle la ligne de partage des eaux et régulièrement des panneaux qui vous disent bah là, s'il y a de l'eau qui coule, ça tombe vers la Méditerranée ou ça tombe vers l'Atlantique. Et c'est quelque chose qui, en randonnée, vous pouvez vous en rendre compte, hein, vous promenez en haut des montagnes, vous verrez, de temps en temps, il y a des panneaux comme ça qui vous disent ça. Juste, je vais profiter de ce que tu disais, Hélène. Donc, tu vas beaucoup aujourd'hui nous parler des galaxies et de Oui. là où elles vont, de leur mouvement. Est-ce que on peut revenir justement pour le jeune public qui nous écoute une bonne fois sur les galaxies? Qu'est-ce qu'une galaxie? Tu m'avais donné une image. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une galaxie? Alors peut-être qu'on peut regarder l'image où on part de la Terre, on est dans notre galaxie, dans l'Aniakea, et après on pourra regarder une autre image et on va expliquer ce que c'est qu'une galaxie. D'accord. Alors, attends, on va aller. Tu veux l'image de la Donc on Terre, va. c'est ça? Vous êtes ici, je voudrais l'image vous Ah, êtes vous êtes ici. ici. Ok. Voilà. Hop, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est la Terre qu'on vient de voir Non, non, il flasher. y a un petit Voilà. peu de retard. Voilà. Voilà. D'accord, donc ça c'est l'image, vous êtes ici. Donc nous habitons sur Terre, qui est une planète. Alors les planètes, ce sont des astres qui sont parfois rocheux, parfois gazeux, par exemple Saturne, Jupiter qui sont gazeux, et puis la Terre, Mars, Mercure, Vénus qui sont rocheux. Donc ces astres, on les appelle des planètes à partir du moment où ils sont en orbite autour d'une étoile. Donc nous habitons sur une planète, la Terre, qui est en orbite autour d'une étoile, le Soleil. Or, ces systèmes planétaires, avec une étoile et des planètes, ne vivent pas tout seuls dans l'univers. Ils sont rassemblés par paquets de 100 milliards à 200 milliards d'étoiles et donc de planètes à l'intérieur d'une galaxie. Ici, on voit une galaxie spirale qui ressemble beaucoup à notre propre galaxie, sachant que notre galaxie, nous n'avons pas de photos de notre galaxie vue de l'extérieur, puisque nous ne sommes jamais allés à l'extérieur ou n'avons jamais envoyé d'objets à l'extérieur de notre galaxie.
Donc, une galaxie, c'est un ensemble de, par exemple pour la nôtre, 200 milliards d'étoiles ou peut-être 200 milliards de systèmes planétaires, puisque quasiment toutes les étoiles que nous observons actuellement, nous trouvons des planètes en orbite autour de ces étoiles. Et une galaxie, il se trouve qu'une galaxie ne vit pas non plus toute seule dans l'univers, et c'est à cette échelle où l'on rentre vraiment dans le cœur de mon métier, c'est quelles sont les architectures qui sont formées par les galaxies dans l'univers. Donc aujourd'hui, un petit peu, ce qu'on voudrait faire avec cette émission, c'est vous donner une image mentale de à quoi ressemble l'univers de galaxies. Je ne sais pas si vous imaginez maintenant, prenez 3 secondes pour réfléchir à quelle est l'image de l'univers que j'ai à l'échelle des galaxies. Pas à l'échelle d'un système solaire avec des planètes qui orbitent, ni à l'échelle de 200 milliards de systèmes qui sont tous à l'intérieur d'une galaxie, comme ça, une galaxie spirale. Mais si vos galaxies, maintenant, c'est plus que des petits points, à quoi ressemble cette géographie, cette architecture à très grande échelle de l'univers? Et c'est ça mon travail. Donc, par exemple, dans cette image, vous êtes ici, on voit que notre galaxie, on peut voir où elle est dans l'Aniakea, c'est cette forme orange, l'Aniakea, et notre galaxie est juste en périphérie. Et ensuite, l'Aniakea, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de nœud d'un très grand réseau, une sorte de toile d'araignée, une mousse de savon, de bulles, par exemple, sur lesquelles sont réparties les galaxies. Et en fait, l'Aniakea, c'est une petite partie de cet univers à très grande échelle. Alors ce cube-là qui est dessiné, c'est vraiment un dessin, c'est une simulation numérique, ce n'est pas une observation. Alors que tout le reste, ce sont des observations, les cartes que nous faisons. Alors, on a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Je vais t'en donner un premier paquet. Oui. Le premier paquet, ça va être à propos des superamas. Donc, on a Timothée, 10 ans, qui demande ce qu'est un supérama. Ici, ça existe. Et on a également El Guigui 87 qui demande si l'expansion de l'univers a cours à l'intérieur des superamas. Alors, oui, tout à fait. Donc, oui et oui. Donc, les superamas existent. Alors là, on va mettre, si tu veux bien, Pierre, la petite vidéo de l'Aniakea, puisque c'est notre superamas. Et ça, c'est une cartographie observée de notre superamas. Et effectivement, ce superamas est en expansion. Alors, pas l'expansion et la gravitation, ce sont les deux forces qui créent ces architectures à très grande échelle. Imaginez qu'il n'y ait que la gravitation. Ça veut dire qu'une force concentrique, à ce moment-là, toute la matière dans l'univers, depuis le début, ne serait qu'une soupe homogène, quasiment à un endroit, sans architecture. Et s'il n'y avait qu'expansion dans l'univers, alors tout serait dissipé. Et de la même façon, on ne verrait pas des architectures aussi belles avec des rivières et aussi complexes. Alors ici, ce que l'on voit, c'est vraiment notre superamas, l'Aniakea, toute la partie orange. Et ces filaments que vous voyez, ce sont des sortes de rivières gravitationnelles. Les petits points que l'on voit évoluer, alors tous les filaments, ce sont des observations. Ce qu'on a colorisé en orange, ce sont des fausses couleurs. C'est nous qui avons dit tout ce qui est orange, c'est l'Aniakea. Et ce qui est bleu, ce sont des superamas autour de nous. Il y a le superamas de Chapelet, le superamas de Persée-Poisson, par exemple. Et puis les petits points qui voyagent, là, c'est une illustration de ce que sont les galaxies et comment elles pourraient se déplacer dans un temps d'univers le long de ces rivières gravitationnelles. Alors, cette image, effectivement, est encore en expansion pour répondre à cette question. Donc, l'Aniakea va évoluer. Comme on l'a dit tout à l'heure, un bassin versant, c'est de la tectonique des plaques, si on veut. Alors, tu peux l'enlever si tu veux, hein, Pierre, l'image maintenant. D'accord. Donc, ça évolue avec le temps et il va se disperser. Par contre, à l'intérieur de l'Aniakea, il y a des endroits où c'est la gravitation qui l'emporte sur l'expansion, qui est plus forte. Un exemple type, c'est nous et la galaxie d'Andromède. On va se rentrer dedans
parce qu'on est déjà tellement proche que la force de gravitation entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède est plus forte et plus grande que la vitesse d'expansion entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Il y a d'autres endroits comme ça dans la Niakia qui vont ce qu'on appelle collapser, c'est-à-dire les choses vont se rentrer dedans, bien que l'expansion soit encore en jeu et sera toujours en jeu. Enfin, sera toujours en jeu. Je ne peux pas dire ça parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qui crée toute cette expansion. Donc, on n'a pas l'équation en fonction du temps, donc on ne peut pas prédire l'avenir. Alors, du coup, j'ai une autre question qui va poursuivre un petit peu ce que tu disais là. Je vois qu'il y a Chichi 2029 et Wakazai qui se posent des questions du coup sur cet équilibre entre l'expansion de l'univers et l'attraction gravitationnelle entre les galaxies. Est-ce qu'il y a du coup, je vais essayer de synthétiser ces questions en disant, est-ce qu'il n'y a pas une limite de distance et de masse peut-être pour laquelle ça switch entre l'expansion qui prend le dessus ou la gravité qui prend le dessus? Oui, oui. Oui, tout à fait. Il y a une échelle, c'est assez facile à calculer. Je ne pense pas que là, on va le faire parce qu'il y a des gens qui ont 10 ans qui sont connectés. Mais alors, on peut répondre très, très facilement, comme ça, ceux qui veulent s'amuser avec. On appelle la vitesse d'expansion de l'univers, on peut la modéliser par une constante, et je mets des guillemets parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec les étudiants du L2 d'astrophysique, là, il y a 2 semaines en cours. Entre ce qu'on appelle une constante de physique ou pas en physique, justement. Donc, parlons de la constante de Hubble, qui est une sorte de mesure du taux d'expansion de l'univers. Et je vais vous donner une valeur qui est une valeur approximative parce qu'on continue de travailler dessus. C'est juste une valeur qui est simple à retenir. Ce n'est pas forcément la valeur la plus juste actuellement, mais souvent on dit qu'elle vaut 75 km par seconde et par mégaparsec. Alors, ce que ça veut dire exactement, et je reviendrai dessus, ça veut dire que chaque mégaparsec de distance s'étend chaque seconde de 75 km. Une constante un taux d'expansion qui fait 75 km par seconde par mégaparsec. Alors, un mégaparsec, c'est 3,2 millions d'années-lumière. Donc, si vous avez une règle qui fait 3,2 millions d'années-lumière, chaque seconde, cette règle ou cette partie d'espace s'expand de 75 km. On peut ramener ça à une autre échelle. Attention, c'est ramener. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe. Si on prend la distance Terre-Lune, qui fait 380 000 km, à cette échelle, si on applique cette petite chose de 75 km par seconde et par mégaparsec, à cette échelle, en fait, chaque année, la Lune s'en irait de 2 cm par an. Donc, c'est juste une échelle d'expansion. Et effectivement, c'est assez facile de calculer l'attraction gravitationnelle entre deux objets et de voir si cette force gravitationnelle l'emporte ou non sur cette échelle d'expansion. Je me permets juste de rajouter une petite chose. On sait actuellement, entre autres depuis que les missions Apollo ont posé, et puis les missions russes un peu avant ont posé des miroirs sur la Lune, qu'on est en mesure de mesurer la distance vers la Lune. On sait que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3 cm par an, mais tu me confirmes que ça n'a rien à voir avec l'expansion de l'univers, c'est autre chose, c'était juste une image. Alors, tout à fait. C'est vraiment juste une image. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec cette image-là. Okay. Alors, la Lune s'éloigne de la Terre d'à peu près 2 cm par an. Comme tu le dis, c'est une mesure qu'on est capable de faire avec des tirs au laser sur les... Alors, c'est tout petits miroirs qui font 30 cm, qui ont été déposés sur la Lune par l'émission Apollo. Et on le mesure tout le temps, là, le fait que la Lune s'éloigne. Alors, la Lune s'éloigne parce qu'en fait, la Terre... qui n'est pas une masse totalement rocheuse. En réalité, la Terre est liquide. Enfin, liquide, visqueuse, plasmatique, tout ce que vous voulez, mais la croûte rocheuse, elle est vraiment très, très fine. Elle est quasiment pas rocheuse. Et c'est justement parce qu'on a un noyau qui est liquide à l'intérieur qui fait une petite différence de rotation. Et elle freine elle-même sa rotation sur son axe à cause de ça, la Terre. Et du coup, en fait, on perd la Lune parce que nous, on se ralentit, notre rotation sur elle-même de la Terre sur elle-même pendant son orbite autour du Soleil se ralentit, cette rotation. Et du coup, on a la Lune qui est perdue parce que c'est un système, c'est pas un vrai système fermé, mais c'est une sorte de système fermé Terre-Lune. Mais ça n'a rien à voir avec avec... Voilà. Okay. Alors, par exemple,
je vais vous annoncer quelque chose de très important. Vous n'êtes pas en expansion. Ah, Je ne suis pas en expansion. merci. Hélène. Voilà, ce stylo, par exemple, n'est pas en expansion parce que à l'intérieur d'une galaxie, il n'y a pas d'expansion. Une galaxie, c'est ce qu'on appelle un objet autogravitant dans l'univers. Et donc, tout ce qui est à l'intérieur, comme la Terre, la Lune, par exemple, ne subit pas justement l'expansion de l'espace parce que la gravitation est trop intense, est intense, et nous sommes un objet et nous nous déplaçons comme ça dans l'univers. Alors ça, par exemple, on le sait, c'est factuel, hein. Tout ce que je vais dire, comme je suis une cosmologue observationnelle, je ne parle que de choses observées et mesurées, pas de théorie. Enfin, on peut parler des théories, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la géographie. Donc, on le sait aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de mesurer la taille de galaxies très, très lointaines, très jeunes dans l'univers, et puis des galaxies un petit peu moins jeunes, par exemple à la moitié de l'âge de l'univers, et puis des galaxies d'aujourd'hui qui sont très matures. Et en fait, l'univers a pris à peu près 3 fois sa taille depuis le Big Bang. Et si les galaxies avaient toutes pris 3 fois leur taille, je peux vous dire que ça serait très très facile à mesurer et qu'on l'aurait déjà mesuré. Donc on sait observationnellement que les galaxies ne subissent pas l'expansion de l'univers. Et ce qu'il y a à l'intérieur, nous non plus, sauf si en ce moment, au moment du confinement, on mange un peu trop. Mais il ne faut pas accuser l'expansion de l'espace. Alors, il y a des questions qui sont assez importantes. La première, donc, c'est de Nazanov et de Budu. Est-ce que tu peux expliquer rapidement les différentes formes de galaxies et si les trous noirs ont un rôle dans le maintien gravitationnel des galaxies? Oui. Alors, les trous noirs comptent pour pas beaucoup dans les galaxies. C'est une grande déception en général du public, de tous les gens qui aiment bien qu'on parle des trous noirs. Mais par exemple, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, il mesure quelques millions de masses solaires, donc quelques millions de soleils. Or, j'ai dit que notre galaxie, elle contient à peu près 200 milliards d'étoiles. Donc, quelques millions, sincèrement, quand on pèse 200 milliards, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas. Et les trous noirs supermassifs, c'est quand même, comme on le dit, supermassif. Après, les petits trous noirs, les trous noirs stellaires, j'aime pas du tout ce mot trou noir. Alors, les gens qui me connaissent savent que j'ai quasiment un cheval de bataille là-dessus parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire. Un objet stellaire qui est au centre d'une galaxie, qui est peut-être un noyau de galaxie actif qui s'est endormi et qui pèse des millions de masses solaires, ça n'a rien à voir avec un astre qui est la mort d'une étoile et qu'on va aussi appeler trou noir, qui n'a rien à voir puisqu'il pèse comme une toute petite étoile. Donc, ces trous noirs de mort stellaire pèsent très peu dans les galaxies, c'est pas ça qui maintient la cohérence. Ce qui peut maintenir la cohérence d'une galaxie, c'est donc les étoiles, le gaz. Il y a énormément de nuages de gaz dans les galaxies, très loin aussi. Donc, je me souviens que Daniel Kuhn nous en a parlé dans un épisode. Si vous imaginez qu'une galaxie, c'est ce bouchon, la partie noire du stylo, eh bien, et ça, c'est ce qu'on voit, la partie optique, les étoiles. Quand on regarde tout à l'heure la galaxie spirale, là, ça, c'est ce qu'on voit. Eh bien, en gaz, souvent, en radioastronomie, on voit la galaxie 6 à 8 fois plus loin. C'est-à-dire qu'on voit la spirale continuer très, très loin. Donc, effectivement, le gaz compte pour beaucoup dans la masse des galaxies et dans le fait qu'elles tiennent ensemble. Ensuite, il y a des théories sur des halos de matière invisible et transparente qui tiennent aussi les galaxies, qui sont encore plus loin que ce rayon en gaz, ce rayon radioastronomique. On peut avoir des halos qui seraient encore beaucoup plus grands comme ça, de matière. Alors, certains l'ont appelé matière noire, c'est également une erreur de sémantique. À la limite, il faudrait dire la matière obscure, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, parce que ce qui est noir, on le voit en physique, donc il ne faut jamais appeler ça de la matière noire. C'est de la matière invisible ou transparente, puisque nous, on ne la voit pas du tout dans aucune longueur d'onde. Donc peut-être qu'il y a des halos, ça n'a jamais encore été prouvé de façon observationnelle. Et l'autre façon d'expliquer
les grandes masses de galaxies sans les halos de matière transparente, ça serait des équations modifiées de la gravitation. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions sur le grand attracteur et je voudrais rassurer un peu alors en effectivement fait, les enfants. je voulais t'en Revenons à parler. l'Aniakea, voilà. Je voulais t'en parler. Il y a une question. James Webb Space, donc c'est pas un enfant, c'est Louis, 23 ans, mais Oui. qui demande où vont les galaxies une fois qu'elles ont atteint le grand attracteur. Est-ce qu'il y a une ligne d'arrivée? Est-ce qu'il y a quelque chose après la ligne d'arrivée? Est-ce qu'on recommence une autre course, grosso modo? Et Alors, Tim Gann 09, qui est un enfant, Timothée 10 ans, qui veut savoir pourquoi est-ce qu'on est attiré par le grand attracteur? oui. Est-ce qu'on va se faire manger? Qu'est-ce que c'est? Alors nous, non. Nous, pas du tout, parce qu'en fait, on est très loin. Et la vitesse d'expansion, ce qu'on disait tout à l'heure, à notre distance, entre nous et le grand attracteur, il faut imaginer un tapis roulant entre nous et le grand attracteur qui va très très vite, qui va à 4000 km par seconde. Donc nous, on s'éloigne du fait de l'expansion à 4000 km par seconde du grand attracteur. Mais on s'en rapproche du fait de la force de gravitation à peu près 400 km par seconde. Donc, vous voyez qu'en réalité, on s'éloigne du grand attracteur à 3600, 4000 moins 400. Donc, nous, on n'atteindra jamais le grand attracteur parce que l'expansion est très rapide. Plus on est loin d'un objet et plus on s'en éloigne rapidement parce que c'est une vitesse qui est proportionnelle à la distance. Donc, dans notre cas, il ne nous arrivera rien vis-à-vis du grand attracteur. Les galaxies qui sont déjà assez proches du grand attracteur, effectivement, vont peut-être fusionner, collisionner avec d'autres galaxies qui sont déjà là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on sait du grand attracteur? D'une autre grand attracteur, on ne sait pas grand-chose parce que c'est un endroit qui est masqué à cause d'un avant-plan. Notre galaxie, en avant-plan, nous masque l'extérieur, c'est-à-dire la Voie lactée dans le ciel. Vous avez vu cette bande, c'est notre galaxie spirale qu'on voit par la tranche, nous cache une partie de l'univers. Donc, c'est comme si, voilà, je vais mettre mon bras et du coup, je ne vois pas je vois cette partie de l'univers que je peux observer et je vois cette partie, mais je ne vois plus cette bande-là et le grand attracteur est caché là derrière. Donc, nous, on ne peut pas observer directement le grand attracteur, quoique maintenant on commence à avoir des idées avec la radioastronomie. Par contre, ce qu'on peut faire pour savoir ce que c'est, parce que ça fait 20 ans qu'on se pose la question de ce que c'est que ce grand attracteur. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en astronomie. On m'a parlé de ce grand attracteur, des galaxies. Quand j'étais à l'université, je me suis dit, je vais dédier ma vie à ça, ça a l'air magnifique. Et c'est génial comme métier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est agrandir la cartographie et regarder ce que sont les cœurs des autres bassins versants dans les autres superamas qui sont autour de nous. Et aujourd'hui, par rapport à la cartographie qu'on regardait tout à l'heure, aujourd'hui, donc ça c'était la cartographie de 2014, en 2020, 6 ans après, on a doublé en taille cette cartographie. Et doubler en taille, ça veut dire multiplier par 8 en fait, parce que nous on fait de la cartographie, c'est un volume d'univers qu'on cartographie. Et du coup maintenant, on voit très bien 5 à 6 superamas autour de nous et chacun ont cet endroit de bassin versant où les galaxies vont. Du coup, on peut pointer les télescopes sur ces grands attracteurs qui sont autour de nous et voir ce que c'est. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des endroits qui sont très riches en amas de galaxies. On n'a pas encore expliqué ce que c'était qu'un amas. On a expliqué ce que c'était qu'un superamas, c'est-à-dire un ensemble de, par exemple, 1 million, 2 millions de galaxies. Mais un amas, c'est un peu comme une ville dans l'univers. Nous, on vit à 2 grosses galaxies, nous et Andromède, et puis plein de petites galaxies, un cortège de petites galaxies autour de nous, 50, 60. Ce n'est pas un chiffre déterminé parce qu'on en découvre quasiment chaque année. Des toutes petites galaxies, c'est très difficile à observer. Et du coup, on en découvre toujours autour de nous, très très près, et autour d'Andromède et autour des autres galaxies géantes autour de nous. Donc ça, on appelle ça un groupe, une association. C'est un peu les galaxies des champs. Nous, on habite dans une galaxie des champs. Ensuite, il y a des villages. Et là, par exemple, tu peux montrer, Pierre, s'il te plaît, le Conseil des géantes. C'est un ensemble de galaxies dont on fait partie, qui sont tout autour de nous. Et là, il y a à peu près une vingtaine de grosses galaxies, chacune avec son cortège de petites galaxies satellites autour d'elle. Donc tout à l'heure, j'ai vu passer le petit et le grand nuage de Magellan. Dans le chat, ce sont 2 galaxies satellites de notre grosse galaxie, la Voie lactée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une association, par exemple. Et au-dessus de ça, donc ça, c'est un village. Et comme taille
d'association de galaxies, il y a ce qu'on appelle les amas. Et les amas, ce sont des objets bien précis, très bien définis par la physique. Nous n'habitons pas dans un amas. La Voie lactée ne fait pas partie de l'amas de la Vierge, comme je lis à foison sur Internet et sur Wikipédia, c'est faux. Il n'y a pas non plus de super amas de la Vierge, c'est un terme qui est faux également, qu'il faut combattre. Par contre, un amas, c'est un objet, un endroit de l'univers où il y a plus de 1000 galaxies. Donc là, j'en ai pas préparé d'image d'amas, mais ce n'est pas, par exemple, le Conseil des géantes dans lequel on est. Un amas, c'est 1000 galaxies. Et là, on a ce qu'on appelle le théorème du viriel. C'est un théorème qui décrit la dynamique, la vitesse des galaxies, l'énergie qu'il y a dans un amas. Et comme quelqu'un en parlait tout à l'heure sur le chat, un amas aussi est autogravitant. C'est-à-dire qu'un amas ne changera pas de taille. Et ça, on peut l'observer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en regardant très loin, très tôt dans l'univers. On peut regarder la taille d'un amas, et là, c'est de l'ordre de 1000 galaxies qui vivent ensemble, qui n'arrêtent pas de se passer les unes à côté des autres. Et qui peuvent collisionner aussi, comme nous, on collisionne en ce moment. Il y a des petites galaxies qui collisionnent avec nous. Elles font partie de notre galaxie. On devient une plus grosse galaxie. Alors, il faut savoir qu'une collision de galaxies, ça ne touche pas du tout les étoiles. Les galaxies, c'est plein de vide. Donc, des galaxies qui se rentrent dedans, ça fait comme ça. Les étoiles se passent à côté, les systèmes planétaires, puis après, ça se met ensemble et ça fait une belle galaxie spirale. Donc, ça change juste notre ciel étoilé, par exemple. Si nous, on rentrait dans Andromède, quand on va rentrer dans Andromède ou Andromède nous rentre dedans, ça va changer notre ciel étoilé, mais ça ne changera rien à Soleil, Vénus, etc. Ça ne changera rien au système solaire et aux autres systèmes planétaires qui sont dans Andromède ou autour de nous. Donc, dans les poupées russes comme ça, de la géographie des galaxies dans l'univers, on a les groupes, les associations, les amas, et ensuite, il y a des formes, donc des filaments, des nœuds, des vides, mais tout ça, ça forme un super amas. Et quand on a fabriqué, quand on a compris où étaient les frontières d'un super amas, on peut délimiter les frontières d'un autre super amas, et là, ça remplit tout l'univers. Il n'y a pas d'autres très grandes structures, en tout cas, on n'en a pas observé. Et on commence à avoir observé assez loin quand même et à avoir cartographié assez loin. Donc, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, et Ouais. du coup, je t'en mets une autre parce que le travail n'est pas fini. Oui. La prochaine question, j'avais promis que ce soit la question de, que je ne me trompe pas, Krill69, Calendinator et Chichi 2029 qui s'appelle en réalité Thibaut. Ce qu'on nous demande, c'est si toutes ces structures à grande échelle de l'univers finissent par les filaments finissent par s'étirer et se disloquer avec l'expansion de l'univers qui est accélérée. On a Thibaut qui n'a pas très bien compris quand tu te parlais de l'univers qui faisait 3 fois sa taille aujourd'hui. D'accord. Il te demande de repréciser un peu ça. Et on a du coup Kéridine, 21 ans, qui nous demande que si on s'éloigne du grand attracteur, est-il possible que la Voie lactée se détache un jour de l'Aniakea? Oui. Donc des questions Alors, très d'expansion bien. encore par rapport au filament. Ok. Bon, Camille, tu me rediras les Il y en a questions beaucoup là. parce que moi, des fois, j'ai Bah, du mal à me grosso souvenir. modo, c'est Ok. comment ces filaments de galaxies qui sont attirés par les grands attracteurs sont modifiés par l'expansion de l'univers. C'est plutôt ça. Tout à fait. Donc oui, quand on montre une image, alors du coup, peut-être que tu peux la remontrer, Pierre, s'il te plaît, le film là de l'Aniakea. Bien sûr. Effectivement, quand on voit ces filaments et ces bulles, ces endroits vides, et ça, c'est un instantané. C'est un petit peu comme si on prenait un Polaroid et on fait une image aujourd'hui de l'univers autour de nous. C'est un peu comme si on faisait une photo de la planète aujourd'hui, de la Terre. On sait qu'avant, c'était pas comme ça. Les continents n'étaient pas au même endroit. Par exemple, l'Inde était accrochée à l'Afrique et puis l'Inde s'est décrochée et est rentrée dans l'Asie et a formé toute la chaîne des Himalayas. Voilà. Donc, avant, ce n'était pas comme ça. L'Aniakea n'était pas comme ça. Et plus tard, ça ne sera pas comme ça. Et effectivement, l'Aniakea va se dissiper. Donc, en fait, les endroits les plus vides sont en expansion complète puisqu'il n'y a pas la gravitation qui les retient. Et les endroits qui sont les plus pleins sont un petit peu ceux qui résistent à l'expansion. Donc l'expansion
va jouer et va dissiper en premier ce qui est le moins tenu par la gravitation. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, comme je le disais tout à l'heure. En plus, je ne suis pas Madame Irma. C'est là où il y a une grosse différence. C'est une autre spécialité. Voilà. Peut-être que je gagnerai plus d'argent qu'en étant enseignant-chercheur, mais en tout cas, je n'ai pas de boule de cristal et surtout, je n'ai pas l'équation du temps de l'accélération de l'expansion de l'univers, qui est quelque chose qui nous intéresse de façon majeure actuellement. D'ailleurs, on est en train de construire depuis presque 10 ans un satellite qui s'appelle Euclide, un télescope qu'on veut envoyer pour comprendre cette équation avec le temps de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, ça va revenir à la question sur comment on peut prendre 3 fois sa taille. En fait, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que l'univers, donc, il y a eu un moment particulier. Moi, je ne dis pas que c'est le début, parce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que le début du temps, qu'est-ce que le début de l'espace, etc. Mais il y a eu un moment particulier que l'on a repéré et qu'on appelle le Big Bang. Et à ce moment-là, il y a eu une expansion très rapide, très accélérée de l'espace. Ça fait pouf, vraiment. Et puis après, l'expansion a été tranquille. Et après, il y a eu à nouveau une accélération dans l'expansion. Ça, c'est à peu près depuis la moitié de l'âge de l'univers. Donc, imaginez une courbe de croissance d'un enfant sur un livret de santé. Tout le monde a ça à la maison, un carnet de santé. Eh bien, les bébés, ils font ça. Les bébés, ils ont une accélération, une poussée de croissance petit. Après, c'est un peu tranquille. Après, pouf, il y a une poussée de croissance à l'adolescence. Tout le monde vit ça vers la seconde ou vers la terminale. Et puis après, ça se tasse et puis on garde sa taille. Et en fait, ça, c'est l'équation du taux de croissance avec le temps. Et c'est ce qu'on voudrait observer avec un télescope spatial Euclide et ensuite comprendre avec une théorie pour pouvoir ensuite prédire si effectivement l'accélération de l'expansion que l'on vit actuellement aujourd'hui va continuer, alors l'univers va se disperser. Donc c'est le moment idéal pour faire de l'astronomie, parce que plus tard, toutes les galaxies seront tellement loin qu'on ne pourra plus faire de télescope James Webb ou de télescope spatial. C'est dans très très longtemps, il ne faut pas s'inquiéter. On ne sera plus là, le Soleil, nos éléments seront déjà recyclés dans une autre étoile et tout ça. Donc, mais en tout cas, cette expansion de l'univers, effectivement, nous joue un petit peu une symphonie qui n'est pas monotone et qu'on doit essayer de comprendre. Et donc, pourquoi on dit que l'univers a pris 3 fois sa taille ? C'est typiquement comme un enfant qui naît et qui fait 50 cm. Et puis, à 15 ans, il aura pris 3 fois sa taille, il va faire 1,50 m, par exemple. Eh bien, on peut mesurer l'horizon observable de l'univers à peu près. Et l'univers, on va faire des calculs très très simples qui ne sont pas très justes, mais on va dire que par exemple, il a 15 milliards d'années, comme 15 ans. Comme ça, c'est plus facile que de dire 13,7 milliards d'années. Si l'univers a, en 15 milliards d'années, comme en 15 ans, a pris 3 fois sa taille, beaucoup de personnes pensent que du coup, l'horizon observable, la galaxie la plus lointaine que je peux mesurer, devrait être à 15 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a pu voyager pendant 15 milliards d'années, puisqu'il a 15 milliards d'années. Eh bien non. En fait, on peut observer des objets qui sont beaucoup plus loin, jusqu'à, par exemple, 45 milliards d'années-lumière. 45, c'est 3 fois 15. Et donc, on sait que l'univers a pris 3 fois sa taille, déjà dû à l'expansion de l'univers. Est-ce qu'on a répondu à tout ce que tu m'avais demandé, Camille ? Oui, tout à fait. Et du coup, je vais te poser une question qui va concerner cette fois-ci plutôt la forme et pas le fond. C'est comment est-ce que toi et ton équipe et les chercheurs et chercheuses qui travaillent là-dedans ont pu obtenir ce genre d'informations? Comment est-ce qu'on a mis en évidence le grand attracteur? Comment est-ce qu'on calcule les vitesses des galaxies pour savoir comment elles se déplacent? Et quels sont les instruments impliqués dans ces recherches? Oui. Alors, comment on fait pour mesurer, pour faire des cartes de l'univers ? Effectivement, c'est avec des télescopes. Donc, en fait, pour mesurer, il nous faut mesurer la distance et la vitesse de déplacement gravitationnel d'une galaxie pour pouvoir faire ces cartes dynamiques.
Et pour mesurer la distance, par exemple, d'une galaxie spirale, alors ça dépend des différents types de galaxies. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a dit qu'on avait parlé des différents types de galaxies. Il y a des galaxies qui sont plutôt elliptiques, orangées, essentiellement faites d'étoiles vieilles. Et puis, il y a des galaxies spirales, très bleutées, faites avec beaucoup d'étoiles jeunes et de gaz. Et on pense d'ailleurs qu'éventuellement, les galaxies elliptiques sont des formes évoluées de galaxies spirales, et qu'une galaxie spirale, c'est à chaque fois qu'il y a une collision avec d'autres galaxies, on reforme une spirale, puis petit à petit, ça devient une elliptique. S'il y a à nouveau une collision, on reforme une spirale. Donc, il y a au moins ces deux grandes familles de galaxies dans l'univers. Ensuite, il y a des petites familles de galaxies régulières, de galaxies satellites, de plus petites galaxies. Donc, en fonction des galaxies qu'on veut observer, on a différentes techniques instrumentales. Par exemple, les galaxies spirales, il nous faut 2 instruments pour mesurer leur distance et leur vitesse de déplacement. Il nous faut un radiotélescope, ça ressemble à une très grande antenne satellite. Par exemple, le radiotélescope que j'utilise beaucoup, qui est aux États-Unis, fait 100 mètres de diamètre. Donc, c'est une grande antenne qui fait à peu près la taille d'un stade de foot. Et avec cette antenne, on observe les nuages d'hydrogène qui sont à l'intérieur des galaxies spirales, et ça nous permet de mesurer leur luminosité absolue ou leur masse, en fait. Et puis, avec des télescopes optiques normaux, comme ceux qui sont à Hawaï, sur le Mauna Kea, ou à d'autres endroits. En fait, les télescopes d'amateurs, les télescopes optiques, c'est les télescopes qui ont un miroir. Voilà, ce type de télescope-là, on fait des photos et de la même galaxie. Je la prends une fois en photo, une fois en radioastronomie, et avec ces 2 mesures, je suis capable de calculer la distance de nous à cette galaxie. Et une fois que j'ai sa distance, puisque la vitesse d'expansion est proportionnelle à la distance à la galaxie, j'enlève la vitesse d'expansion et il me reste plus que le déplacement gravitationnel. Donc on utilise un tas d'instruments, parce qu'en fait on utilise tout ce qu'on peut. Pour les galaxies elliptiques, par exemple, c'est des télescopes qui sont des multifibres en Australie, ça peut être l'Observatoire de Haute-Provence dans le Luberon en France. Pour la radioastronomie, ça peut être Nançay qui est en Sologne en France, Effelsberg en Allemagne, Parkes en Australie qui est à 64 mètres, Greenbank, le 100 mètres, ça peut être Arecibo qui est un grand grillage tendu sur un ancien cratère de météorite qui est à Puerto Rico. Et on utilise aussi les télescopes spatiaux. On utilise le télescope spatial Hubble pour les photos. On utilise le télescope spatial Spitzer aussi pour la photométrie en infrarouge. Qu'est-ce qu'on utilise encore? Un peu tous les télescopes qu'on peut. Donc, on reçoit énormément de données. Dans notre travail, il y a énormément de gestion et de stockage des données, de l'information. Et alors, une galaxie, par contre, une fois qu'elle a été observée, même s'il y a 20 ans, on n'a pas besoin de la réobserver. On utilise tout ce qui a été fait à partir du moment où ça a été bien fait. Sinon, on peut des fois réobserver 2 fois la même galaxie, mais c'est vraiment une science qu'on dit incrémentale, c'est-à-dire que chaque nouvelle mesure, c'est une mesure supplémentaire qui s'additionne, et du coup, les cartes grandissent comme ça. Je Alors, remarque quand même que dans ton travail d'astrophysicienne, tu es donc obligée de prendre l'avion pour aller à Hawaï pour étudier les galaxies. C'est quand même pas mal, on est d'accord? c'est affreux, hein. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Alors, dans ce temps de confinement, où il faut quand même faire chacun pour la planète, et c'est vrai que moi j'adore qu'en ce moment il n'y ait pas de traces des D'avion. avions, et qu'on voit à nouveau des formes de nuages dans le ciel, parce qu'on a un ciel bleu, et puis la nuit on a un ciel fixe, c'est-à-dire sans des phares avions qui d'avions clignotent qui partout. passent. Voilà. On peut enfin expliquer aux gens, ça c'est une étoile, ça c'est un satellite. Voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un minimum d'impact. Donc, on ne se déplace pas toujours au télescope, comme l'expliquait aussi Daniel Kuhnt dans son intervention. Avant, on allait beaucoup au télescope. Moi, quand j'étais étudiante, juste au début de ma thèse, on allait, mais alors en voiture, dans le Luberon, observer à l'Observatoire de Haute-Provence. Et puis, c'est vrai qu'après, ça s'est démocratisé et on allait au télescope comme ça en prenant l'avion. Alors, de plus en plus, on peut manipuler depuis chez soi des télescopes. Alors, c'est vraiment, pour moi, c'est un crève-cœur un petit peu d'aller moins au télescope. Donc, on y va moins. On y va de temps en temps, parce qu'on est quand même obligé d'être complètement à jour et de savoir très très bien se servir des instruments, puisque
quand on demande du temps de télescope, c'est au mérite, donc à peu près 90% du temps qui est demandé, des demandes d'expérimentation scientifique sont rejetées parce qu'il n'y a pas assez de télescopes dans le monde pour toutes les expériences, pour faire avancer on pourrait faire avancer la connaissance beaucoup plus vite, mais on n'a pas assez de télescopes. Donc, en fait, les comités d'attribution de temps de télescope, qui sont nos pairs, ce sont d'autres scientifiques. Moi, je fais partie de comités d'attribution de temps de télescope, mais pas sur les télescopes sur lesquels j'observe, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. On attribue du temps au meilleur, et au mérite scientifique et au mérite technologique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une Ferrari à quelqu'un qui ne sait conduire qu'une 2 chevaux. Jamais, sinon il va faire n'importe quoi. Donc en fait, on est obligé d'aller au télescope pour savoir se servir de tout la meilleure résolution spectrale d'un nouveau spectrographe, quel est le frein hydraulique d'un 64 mètres, parce que s'il y a un coup de vent en Australie, il faut pouvoir mettre le télescope en position de survie. Enfin, on doit vraiment tout savoir, toute l'instrumentation, et puis notre justification scientifique doit être parfaite, c'est-à-dire si j'observe ces galaxies, si vous me donnez du temps de télescope, par exemple 3 nuits sur ce télescope, ce que je vais en faire, par exemple, je le mettrai public à tous les astronomes qui n'ont pas eu de temps de télescope. Comme ça, mes données servent à d'autres. Et puis, je les donne public. Tout ce que je vais faire, toute la recherche que je vais faire, je vais la mettre sur Internet, public, sans mot de passe, sans accès, où je vais construire une base de données dans laquelle toutes mes données sont au jour le jour. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, par exemple. Et là, effectivement, les comités de temps d'attribution de télescope aiment bien ce type de propositions scientifiques. Alors, d'autres questions. Il y a 2 questions très importantes. Il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de s'en sortir en 10 minutes. La première question, c'est quelque chose qui revient depuis le début, que tu as évoqué par-ci par-là, mais qu'il faudrait, je pense, expliciter une fois pour toutes, parce que c'est important. Alors, les galaxies ont différentes couleurs, différentes formes, elles ont différents âges. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le bestiaire de toutes ces galaxies par rapport à leur âge, leur forme, et puis oui, c'est ça, voilà. C'est ça. J'arrive au bout de la phrase, c'est bon, c'est ça. D'accord. Alors, le bestiaire des galaxies. Le bestiaire des galaxies, alors, ce que j'aime bien prendre comme image, c'est que finalement, c'est un petit peu comme la médecine, ce qu'on fait comme on est des enquêteurs, ou on essaie de comprendre les choses en ayant des photos qui sont mélangées. Quand on fait de l'astronomie et qu'on regarde les galaxies, on voit des galaxies très jeunes, très loin, immatures, et on voit des galaxies aujourd'hui matures, et puis, mais on ne voit pas la même galaxie évoluer. Donc c'est par exemple, si vous prenez une image d'une population aujourd'hui, vous allez avoir des enfants, des personnes de petite taille, des personnes de très grande taille, toute la diversité des couleurs de peau, et des personnes voilà, de différents âges, de différentes ethnies, etc. Et en fait, vous allez essayer de comprendre l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'au départ, il y avait une seule couleur de peau? Est-ce qu'au départ, on naissait à 80 ans? Enfin, est-ce que le point de départ, c'est celui qui a 80 ans ou c'est celui qui a 2 ans? Il faut reconstruire cette histoire à partir d'une seule image. Et puis, nous, on a cette chance d'avoir quelques images à quelques temps différents des galaxies. Donc, le bestiaire des galaxies, en fait, on le voit évoluer, mais il y a toujours de nouvelles formes de galaxies qui surgissent, parce qu'on a une meilleure résolution et qu'on fait des photos qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, par exemple, je vous ai parlé des 2 familles qui dominent quand on fait ce recensement des galaxies, donc les galaxies spirales et puis les galaxies elliptiques sans gaz. Mais on voit par exemple les galaxies méduses. Alors, je n'ai pas préparé d'images là de ces galaxies méduses, on n'en connaît pas beaucoup, une dizaine. C'est des galaxies qui, si par exemple, je reprends mon stylo, si la partie visible, si une galaxie spirale, et bien derrière, il y a une longue traînée, un peu comme une comète, très très longue. Et ça, c'est un des objets que j'essaye de comprendre actuellement avec d'autres astrophysiciens. On essaie de comprendre comment c'est possible, parce que les galaxies voyagent dans l'univers et il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de gaz en général. Et pour qu'il y ait une longue traînée comme ça, pour qu'elles perdent son gaz et elles perdent leurs étoiles, ça veut dire qu'elles sont en train de passer dans un milieu.
Et en fait, ça nous permet de mesurer la densité du milieu qu'elle traverse. Donc d'avoir des informations sur certains endroits de l'univers qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est les galaxies Méduse qu'on a découvert depuis pas très longtemps. Il y a les galaxies Petit Pois qui sont très rigolotes. Jusqu'à présent, moi, je ne savais pas que les galaxies vertes, ça existait. Je vous ai parlé des galaxies oranges, des galaxies bleues. Alors, Hervé Doll a expliqué que pour nous, la couleur, ça veut dire des choses. C'est des vraies couleurs. Les galaxies oranges, les galaxies elliptiques, c'est qu'elles sont formées d'étoiles du type de notre Soleil, des étoiles un peu vieilles, des étoiles G ou K, ce qu'on appelle les étoiles G ou K. Et puis les galaxies spirales bleues, c'est parce qu'elles sont bleues parce que les étoiles sont très très chaudes, de l'ordre de 25 000 degrés en surface, comme les Pléiades par exemple. Dans notre galaxie, vous pouvez voir des petits paquets d'étoiles bleues, ça se voit bien à l'œil nu. Là en ce moment, allez-y, regardez les Pléiades, vous les verrez bleues. Et donc, notre galaxie, c'était une galaxie à dominante bleue, comme ça. Et il y a maintenant des galaxies petits pois que vous pouvez aller voir, qui sont des galaxies vertes à dominante verte. Et ça, c'est des traces de certains éléments. Les couleurs, c'est des éléments. Donc, on sait s'il y a de l'oxygène 3, de l'oxygène de différentes formes, ou du fer, ou des choses comme ça. Donc, on commence à s'intéresser maintenant, qu'on en a repéré quelques-unes, pour savoir si c'est une étape d'une évolution ou si c'est un objet qui est différent, une autre famille de galaxies. Voilà tout le bestiaire, mais c'est vraiment le monde des monde qui est empli de beauté. Moi, je sais que c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette branche et ce métier-là, parce que j'aime être entourée de toute la beauté de l'univers, parce qu'il y en a vraiment, on a de quoi se rincer l'œil en permanence. Et ce métier, c'est qu'à chaque fois, on observe des galaxies qui n'ont jamais été observées, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, puisqu'on ne veut pas perdre de temps de télescope, on veut faire avancer les connaissances de l'humanité, donc ça ne sert à rien de faire des choses qui ont déjà été faites. Et donc, à chaque fois qu'on pose nos yeux, notre télescope sur une galaxie, souvent, on est les premiers. Alors, les premiers terriens, en tout cas, peut-être pas les premiers, nos autres cousins dans la galaxie ou nos autres cousins dans l'univers l'ont peut-être déjà observé. Et nous, on est les premiers terriens à poser nos yeux sur ces beautés naturelles de l'univers. Alors, une autre question très importante. Je finirai du coup avec une Ah, je question vois, qui... rêves-tu monter dans une fusée? Voilà, Je vois ça. ça, Oui, je la réserve pour la fin. Marjane, Je la j'aimerais réserve bien pour- monter dans une fusée. J'aimerais pas aller sur Mars. Je suis pas du tout candidate parce que c'est très très dangereux. Puis c'est Mais simple, sincèrement, j'ai jamais été en apesanteur, donc même dans une caravelle, enfin c'est plus les caravelles, mais les avions 0G ou sur la Lune, je serais candidate pour aller sur la Lune si quelqu'un me proposait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, donc il y a une question quand même qui revient, c'est alors c'est comment il s'appelle, que je me trompe pas de nom, ce serait dommage. Kappa 59. Imaginons que nous possédions un télescope surpuissant qui nous permettrait de voir à plus de 13 milliards d'années-lumière, nous apercevrons l'univers avant le Big Bang. Je crois que les gens n'ont pas très bien compris cette notion, la différence entre l'univers observable et l'univers réel. Attends, alors là, je te suis Est-ce pas. que si on pouvait, la question Est-ce qu'on c'est si pourrait on aller pouvait voir plus loin que le regarder Big Bang avec plus un loin télescope, que 13 milliards d'années-lumière, est-ce qu'on pourrait voir ce qui s'est passé avant le Big Bang, ou est-ce qu'on a une Ouais. limite observationnelle Et donc, quelconque? corollaire, c'est est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a une différence entre l'univers qu'on observe et l'univers réel? Ouais, alors, est-ce qu'il y a peut-être une différence entre l'univers qu'on observe, l'univers réel? Ça, c'est tout un. Alors, il y a de la philosophie là-dedans et puis il y a de la physique. Entre ce qui est la réalité et ce qui est observé, ça, c'est par exemple quand tu regardes une plante telle que toi tu la vois, c'est pas de la même façon que ton chat la voit ou qu'une abeille la voit. Donc pour chacun, ce qu'on appelle observer par rapport à la réalité, c'est différent puisque un chien voit en noir et blanc, par exemple, une abeille va voir en mosaïque ou une mouche. Donc on a tous, on voit les choses en fonction de nos capteurs, donc de nos instruments, nos télescopes ou nos yeux, etc. Donc il y a une différence là. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'on peut imaginer voir de l'autre côté du Big Bang? On peut imaginer, en particulier depuis qu'on a découvert les ondes gravitationnelles, qui étaient une des dernières prédictions encore pas vérifiées de la relativité générale, puisque pour l'instant, tous nos télescopes sont basés sur les photons, la lumière. Donc on est bloqué parce que l'univers est opaque à ce moment-là, parce qu'il est très très condensé, tellement condensé qu'il n'y a aucune particule de lumière qui peut passer à travers et arriver jusqu'à nous. Donc il est opaque.
Donc tout ce qui est à base de lumière, que ce soit de la radioastronomie, de l'infrarouge, des rayons X, de l'optique, tout ça c'est de la lumière. On ne peut pas passer à travers ce mur complètement opaque. Par contre, s'il y a des échos gravitationnels de l'autre côté et qu'on arrive à faire des télescopes à ondes gravitationnelles, peut-être qu'on pourrait regarder de l'autre côté et on peut peut-être en quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer une théorie qui s'appelle la théorie des brane. Sans aller trop dans la théorie, en essayant de faire que ça soit compréhensible par tout le monde. Si on imagine ce que c'est qu'une membrane, une membrane, c'est une structure, donc les branes, c'est à plusieurs dimensions. Une membrane, ça serait à 1 ou 2 dimensions, un plan. En fait, on peut imaginer que ça, c'est de l'énergie, une surface d'énergie. Et de temps en temps, il y a une fluctuation et il va y avoir une bulle qui va se créer, c'est-à-dire l'espace qui va se mettre à se développer et de l'énergie qui passe de cette membrane à l'intérieur de cette bulle. Et ça fait notre univers, un univers. Et du coup, le Big Bang, c'est le début de la bulle. Et on peut très bien imaginer d'ailleurs que cette bulle qui s'est créée reparte à un moment donné, c'est-à-dire que l'expansion part dans l'autre sens et se redissipe dans la membrane, dans la brane. Et on peut aussi imaginer qu'il y ait une bulle à un moment donné et qu'il y ait une bulle au même moment donné à un autre. Donc ça, c'est une théorie qui s'appelle donc la théorie des branes, la théorie Champagne, il y a beaucoup de noms. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de théories que d'observations. Ça va beaucoup plus vite d'écrire des théories que d'aller au télescope. Comme je vous disais, moi, en temps, j'ai observé, là actuellement, on est à 18 000 galaxies, ça va très très lentement. C'est une par une, des fois il faut aller à 2 télescopes pour en faire une. Par contre, des théories, il y en a plein. Donc en fait, ce que font les observations, c'est qu'on casse des théories. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des observations, toutes les théories qui ne respectent pas les observations, on les met de côté, on les oublie. Cette théorie-là, la théorie des branes, il y en a plein des théories sur ce qui peut se passer avant le Big Bang. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'avoir des mesures possibles. Donc par exemple, la théorie des branes, des membranes, s'il y avait d'autres univers, d'autres bulles univers comme ça, et que l'information gravitationnelle pouvait passer de l'un à l'autre, peut-être qu'on pourrait cartographier un autre univers. Mais alors là, on est en train de faire de la science-fiction, tous ensemble, pour l'instant. Mais parfois, la science-fiction s'avère exacte plus tard. Donc, mais en tout cas, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer à fabriquer un télescope en gravitationnel, il aura peut-être un prix Nobel pour ça. Certainement. Donc allez-y, votre imagination, c'est le meilleur moteur pour les physiciens. Je vais te poser la dernière question puisqu'il est déjà 14h59. Oui. Et la dernière question, je vais te la garder pour la fin. C'est une question de Lionel. Est-ce que le confinement que vous avez en France, donc apparemment il n'est pas en France, ce monsieur, Oui. a un impact négatif sur ton travail? Comment tu gères ton travail avec ton équipe? Comment les scientifiques, comment les astronomes gèrent leur travail pendant D'accord. ce confinement? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un aspect négatif. Il y a un petit aspect négatif pour moi parce que je devais justement aller au télescope d'Arecibo là, au mois d'avril et ça me fend le cœur à nouveau de ne pas pouvoir aller au télescope puisque tous les vols sont annulés. Mais c'est pas très grave parce que, comme on a l'habitude de travailler à l'international, moi quasiment tous les matins en temps normal, je me mets à discuter soit sur Skype, soit par mail. Je lis les mails des gens qui ont travaillé pendant la nuit, donc les Australiens, tous les gens qui sont dans les autres fuseaux horaires qui ont travaillé. Quand je me mets le matin devant mon ordinateur, je reçois tout mon courrier de ce qui a été fait pendant la nuit et justement les gens qui ont observé, les galaxies qui ont été observées, puis le travail et je réponds, comme ça à tous mes correspondants. Parce qu'en fait, nos équipes sont internationales aujourd'hui. On fait vraiment de la coopération internationale, en astronomie et on travaille tous ensemble. Il y a un esprit de compétition très fort, donc il y a des équipes internationales et d'autres équipes internationales et on se tire la bourre, comme on dit, parce qu'on est comme des grands sportifs. Si un grand sportif ne s'entraîne pas pour être plus fort qu'un autre sportif, il ne va rien faire, il ne va pas s'entraîner. Et du coup, il faut vraiment être tous un petit peu en compétition, il faut aimer ça. Mais c'est de la compétition positive. Donc nous, on a l'habitude de travailler comme ça à l'international en permanence, en étant chez nous ou dans nos labos. Souvent, moi, je commence à faire mon courrier le matin depuis chez moi, puis je continue après à l'université. Alors là, c'est vrai qu'on n'a plus ce déplacement à l'université.
Donc moi, j'ai gagné, par exemple, 1 heure et demie de trajet par jour. Et ben, je vais l'utiliser autrement. Je vais me promener dans la nature. Là, je fais mes 1 kilomètre auquel on a droit. Donc le confinement, il y a beaucoup de positifs finalement. Il y a très peu de négatifs parce qu'avec les étudiants, on a créé des de discussion. Et au lieu de faire les TD en présentiel, alors c'est beaucoup plus difficile d'enseigner sans avoir le professeur. Ça, tous les étudiants nous le disent. Même si on a fait des meilleurs corrigés, beaucoup plus développés, pour eux, c'est compliqué de comprendre sans qu'on fasse des dessins au tableau. Là, on faisait ensemble l'expérience de l'ascenseur d'Einstein mercredi dernier après-midi. Tant que je n'ai pas pu leur envoyer par un schéma, j'ai fait donc une copie d'écran, que j'ai envoyé le schéma et on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'enseigner à distance. Par contre, il y a une sorte de, je sais pas, de chose assez sympathique qui s'est créée. Ça fait des petits forums, ils font des petits emojis, c'est peut-être plus informel. Il y a des gens aussi qui osent pas parler en classe parfois, qui osent pas prendre la parole, qui sont plus à l'écrit. Du coup, ils vont poser leurs questions à l'écrit à un étudiant sur un forum. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives. Dans la recherche, ça change vraiment pas grand-chose, sincèrement. Ce que ça change, c'est que les télescopes sont arrêtés, par contre. Les télescopes du Calar Alto, en Espagne, ont dû être arrêtés parce qu'il a fallu redescendre tous les techniciens de la montagne. On avait 50 personnes en haut à la montagne à ce moment-là. Et comme il ne fallait pas que les gens restent confinés, ni la nuit, ni le jour, on ne pouvait pas les laisser, il n'y avait plus de cantine, etc. Donc, les télescopes ont fermé, sauf 2 télescopes, le 3,50 m et puis un autre télescope. Donc, ceux-là, on peut travailler avec eux à distance et il reste 2 techniciens qui montent sur la montagne ou qui nous parlent. Après, on a des petites connexions réseau qu'on perd, qui d'habitude fonctionnent beaucoup mieux parce que là, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux en ce moment, sur le réseau Internet. Donc ça, on a perdu un peu du réseau avec certains télescopes aussi. On a un petit peu plus de galères comme ça, mais sinon, on travaille, la recherche ne s'arrête pas. Et comme les chercheurs sur le Covid-19, il y a aussi des plateformes où on a pu se rendre bénévole. Moi, je sais que je me suis mis bénévole sur une plateforme pour aider les chercheurs en biologie. On sait faire des fonctions de corrélation, on sait faire des analyses statistiques. Donc, s'ils ont besoin de nos cerveaux, on est là à disposition. Donc, on ne s'est pas du tout arrêté, on ne s'est pas arrêté 1 heure, on travaille peut-être même à 200% parce qu'on veut être encore plus là pour les étudiants, on veut être là pour le grand public, voilà, pour vous faire partager toutes ces connaissances qui vous sont dues. Hein. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, pour que ça reste dans nos têtes ou pour que ça reste sur un disque dur d'ordinateur, ça ne servirait à rien. Tout ce qu'on découvre, c'est pour... moi, ma boulangère, elle fait du pain et du coup, j'ai mon pain. Ce que je fais pendant que je le fais, c'est pour elle aussi après, pour lui redonner. Donc, c'est vraiment c'est notre métier et on fait ça pour partager tout ce qu'on apprend là. Voilà, donc ça ne nous dérange pas trop. Voilà, on est là. Et tu le fais et vous le faites avec passion et c'est vraiment fantastique. Ouais, Merci c'était encore. passionnant. Merci encore d'être venu. Avant que tu Oui, fasses le Camille? dernier speech, je dis juste aux gens, comme d'habitude, les questions qui restent, c'est pour la prochaine fois. Gardez-les bien au chaud. On y répondra. On aura suffisamment d'intervenants pour y répondre. Donc gardez-les bien au chaud pour la prochaine fois. Ça marche. Merci Camille. Moi, je voulais vraiment te remercier. Hélène, merci beaucoup. On en a tellement appris. Je pensais pas que, en t'invitant, on parlerait de la vision des crocodiles, des membranes qui ont des poutres gravitationnelles, des galaxies petits pois. J'avoue que Alors même ça, moi, j'ai été surpris. il faut expliquer au grand public ce que tu es en train de faire. Je ne fais rien du tout. Je te remercie Il y a eu très un sincèrement. défi ce matin au planétarium de la part du directeur du planétarium de parler des crocodiles, de poutres et de je sais pas quoi. Et je lui ai dit non, Et non, d'avions. non, non. Et d'avions. Et D'avions. du coup, j'ai parlé des Voilà. avions lorsqu'on a parlé de Hawaï. Alors, Plus sérieux. merci à toute l'équipe du Planétarium, vous êtes fantastiques. Moi, je ne pensais pas qu'on allait autant travailler pendant le confinement. Moi non plus, je Mais en t'avoue. fait, toute l'équipe, tout le monde travaille depuis chez soi et on fait vraiment notre fonction d'être présent Merci à tous. Merci à toi Hélène. Et puis, eh bien, on se retrouvera encore la semaine prochaine puisque je vous rappelle que à partir de maintenant et pour les semaines qui viennent, le lundi, le mercredi et le vendredi à 14 h, nous serons toujours en live. Merci à vous d'être venus. Merci Camille, merci Hélène et à très bientôt. Merci Pierre. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Restez chez vous. Et restez chez vous. Restez chez vous. Bah.
Au revoir. Allez, au revoir.